Le vent du fjord tirait jusque dans la maison le sel et un froid humide, comme si l'été avait déjà battu en retraite, ne laissant derrière lui qu'un ciel blafard et la saveur piquante de la mer. Hildigun se réveilla bien avant l'aube, non pas parce qu'elle avait assez dormi, mais parce que le sommeil était devenu cassant, comme une glace mince, tantôt le petit bougeait sous son cœur et poussait de l'intérieur, au point qu'elle retenait malgré elle sa respiration. Tantôt une brève crampe lui raidissait le dos. Tantôt l'angoisse montait dans sa poitrine et ne la lâchait pas avant qu'elle ne s'asseye et ne pose la paume sur son ventre lourd. À côte, c'était vide. À la place où devait se trouver Arnvid Lance du Fjord, il n'y avait depuis longtemps qu'un pli froid de peau un peu tasse, comme le souvenir qu'ici, autrefois, il y avait eu de la chaleur. Hildigun n'aimait pas regarder ce pli. Elle se leva avec précaution. La grande maison respirait autrement la nuit. L'humidité se cachait dans les angles. Le vent sifflait doucement dans les fentes. Et près de l'âtre, les braises couvaient, rouges comme les yeux d'une bête dans l'obscurité. Hildigun ajouta une fine éclisse. Quelque part derrière une cloison, la voisine esclave soupira dans son sommeil, celle que le jarl avait autrefois donne qu'est pour aider durant l'été, et qu'il ne se pressait plus de reprendre, sans main d'homme. L'exploitation s'affaiblissait, et tout le monde le voyait. Dehors, dans l'étable, une chèvre fit un pas. L'anneau de la chaîne tinta. Tout sonnait comme d'habitude, mais l'habitude ne sauvait pas de la solitude. Dans le chaudron, c'était presque toujours la même chose. Bouilli, poisson, une rare pincée de sel, et parfois des herbes séchées, ce que rapportait Ranveig la guérisseuse. Comme si, avec les herbes, on pouvait aussi apporter le calme. Elle posa de l'eau au feu, attendit qu'elle s'anime. Et, tandis que la vapeur montait vers les poutres sombres, elle posa ses deux mains sur son ventre. « Tu entends, petit ?» pensa-t-elle sans ouvrir la bouche. « Nous allons encore attendre. Ton père sait revenir. Il l'a promis. Il ne pouvait pas partir ainsi sans te regarder. » Commis en réponse, le petit donna un coup. À ce coup, elle sourit, puis, soudain, sentit les larmes approcher. Pas celles qui coulent doucement et joliment, mais celles qui brûlent de l'intérieur, ardentes. Elle cligna vite des yeux pour ne pas les laisser prendre le dessus. Derrière le mur de la grande maison, on dormait encore. Mais le village se préparait déjà à s'éveiller. Elle jeta un manteau sur ses épaules, le ferma d'une simple fibule de bronze et sortit. L'air était mouillé sale. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir au bord. Au-dessus de l'eau flottait une brume fine. Et le fjord paraissait un énorme bol rempli de froid. Sur la rive gisaient des filets, suspendus à des perches, et tout près, des tonneaux à poissons se devinaient dans l'ombre. Plus loin, là où commençait le sentier vers le lieu de marche, on voyait les toits bas des autres maisons, et au-dessus, de minces sphères de fumée. Tous vivaient de proches, mais Hildigun avait souvent l'impression de vivre la part. Comme si, entre elle et les autres, une cloison invisible avait pousse, faite d'attente. Elle descendit vers l'eau. Les vagues étaient petites, rapides. Elles viennent froisser lancer les pierres. Hildigun regardait la ligne d'horizon, là où la mer se fond avec le ciel, et ses yeux se mettaient à chercher le familier. La silhouette d'une voile, l'éclat d'une rame, un cygne. Elle savait que c'était sot. Elle savait que cela ne faisait que plus mal. Mais comment ne pas regarder? Si tout en elle ne vivait que d'une seule image, Arnvid revient. Elle resta longtemps sur la rive, jusqu'à ce que ses yeux commencent à lui faire mal d'effort. Puis elle rentra, s'essuya les mains, mit le poisson à sécher plus haut pour que les chiens ne l'atteignent pas, et se remit au travail. Le travail sauvait, parce qu'il ne posait pas de questions. Vers midi, le village s'anima. Elle n'avait pas envie d'aller vers les autres femmes. Même si elle l'aurait accueillie, lui aurait donné une décoction, aurait dit les mots qu'il fallait. Elle avait l'impression que, si elle se laissait s'appuyer sur des mains étrangères, elle s'effondrerait pour de bon. Tant qu'elle tenait, elle pouvait faire semblant que tout suivait encore son cours.
comme il se doit, même si bien sûr elle était déjà très tourmentée. Après le repas, elle lava une et écuelle de bois, pendit les linges mouilles plus près de la chaleur et reposa la main sur son ventre. Le petit était lourd, vivant, obstine. Parfois il poussait comme s'il voulait sortir avant l'heure, et alors Hildigun riait, malgré elle, bref, sans bruit. Quand le soleil glissa vers le couchant, la lumière de la maison devint dorée, douce. À ces heures-là, pensait-il, il est toujours plus facile de croire que tout ira bien. Et c'est précisément à ce moment que des pas se firent entendre derrière la porte. Pas légers, pas rapides, comme ceux des garçons. Pas traînants, comme ceux des vieillards. Des pas lourds d'hommes adultes, mais prudents, comme si l'on doutait d'avoir le droit d'approcher. Hildigun se figea, une cuillère à la main. Son cœur frappa si fort que, un instant, sa vue se voila. Une vague brûlante monta dans sa poitrine, et la première pincée, comme toujours, fut l'eau, lui la même, lui. Elle fit un pas vers la porte, et les planches sous ses pieds qui grincèrent doucement. Les pas, dehors, s'arrêtèrent. Hildigun sentit que le petit, en elle, remua et aussi, comme s'il avait entendu. Elle ouvrit la porte d'un coup. Sur le seuil, ce n'était pas Arnvid, c'était Ranvald Pas de Renard. Ses épaules tombaient, comme si sur elle ne pendait pas seulement sa besace, mais aussi autre chose, d'invisible. Sur son manteau, la boue de la route avait sèche, la lanière sur sa poitrine était serre. Comme chez un homme habitué à se tenir en ordre même quand, dedans, tout s'écroule. Le vent avait ébouriffé ses cheveux, une fine égratignure assombrissait sa joue. Pas grave, mais ressente. Hildigun connaissait Ragnvald depuis longtemps. Il ne lui était pas étranger. Il s'était assis avec Arnvid près du feu, avait bu, dispute, ri, raconte des histoires de mère, comme si la mère était de sa parente. Ragnvald était de ces hommes qui marchent souples et silencieux, mais tiennent le couteau avec une assurance qui se voit même sans menace. Son sobriquet ne semblait pas une moquerie à Hildigun. Il y avait là quelque chose de vrai. Il savait aller comme s'il ne voulait pas qu'on le remarque, et il savait regarder comme s'il remarquait tout. À présent, il regardait autrement. Il vit son ventre et détourna aussitôt les yeux, comme si c'était trop intime, trop vivant pour ce qu'il apportait. Puis il releva le regard. Il y avait de la fatigue, et encore quelque chose comme de la culpabilité, bien qu'il ne fût pas coupable envers elle. C'est simplement qu'un homme qui vient avec une mauvaise nouvelle la porte sur lui, comme de la salette sur les mains. Hildigun sentit ses doigts se crisper sur le montant de la porte. Elle ne demanda pas où était Arnvid. Les mots s'éteignent coince très profond, parce que la réponse se tenait déjà sur le seuil avec Ragnvald. Ragnvald fit un petit pas en avant, mais s'arrêta sans franchir le seuil, comme s'il attendait une permission. Dans la maison, cela sentait la bouillie et la fumée, et cette odeur simple devint soudain insupportable, parce qu'elle était trop ordinaire pour une telle rencontre. Hildigun se tut. Ragnvald se tut aussi, et, dans ce silence, on entendait la mer, le grincement des mattes, des rivages étrangers, et l'acier qui teinte, non pas au festin. Il finit par prononcer son nom, pas fort, sans pression, comme on parle quand on a peur de blesser encore davantage. Hildigun ne répondit pas. Elle regardait seulement ses doigts serrer la lanière sur sa poitrine, comme s'il s'y accrochait pour ne pas perdre l'équilibre. Dehors, le vent frappa le mur, et la maison grinta doucement. Quelque part sur la rive, une mouette cria, et ce cri parut à Hildigun trop tranchant, comme un insigne. Ragnvald dit qu'il venait de là-bas, et l'air dans la maison devint aussitôt épaisse, comme la fumée. Hildigun recula d'un pas, le laissant entrer, sans prononcer à part de sa haute voix d'invitation. Ragnvald entra, retira son manteau, et des gouttes en tombèrent au sol comme de petits points froids. Il ne regardait pas autour de lui, comme s'il craignait d'y voir trop de vie. Elle referma la porte.
Le verrou se logea dans sa gorge avec un petit choc sourd, et ce bruit parut soudain définitif à Hildigun, comme si quelque chose s'était clac, non pas dans le bois, mais dans le destin. Reinwald se tenait au milieu de la pièce, muet. Ses lèvres tremblèrent un peu, comme s'il allait commencer, mais ne trouvait pas le bon début. Hildigun inspira encore. Dans sa poitrine, c'était vide et étroit à la fois. Elle leva la main vers son ventre, comme pour protéger le petit de ce qui allait être dit. À cet instant, quand les mots ne sont pas encore prononcés, mais déjà inévitables, Hildigun comprit avec une clarté coupante. Attendre davantage ne serait plus possible. Attendre, il n'y y avait plus d'endroit pour cela. Tout ce qui avait précédé ce jour n'avait été qu'attente. Et maintenant, autre chose allait commencer. Reinwald expira lentement, comme s'il avait jusque-là retenu l'air pour ne pas se briser. Puis il dit qu'il venait de la mer, qu'il y avait eu des rivages étrangers, une échauffourée, une confusion de cris et de fumée. Il parlait par phrases courtes, sans ornements, comme si les ornements pouvaient tromper. Et enfin, il prononça ce que Hildigun avait déjà entendu, dans la pause sur le seuil, avant même de fermer la porte. Arnvid était tombe. Pas mort, pas décède. Tombe. Le mot tomba sur le sol avec le silence et sembla frapper la maison, le banc, le chaudron, sa poitrine. Hildigun ne comprit pas tout de suite que cela lui était dit à elle. Elle regardait Reinwald, ses lèvres, la cicatrice près de sa tempête, la lanière sur sa poitrine, et cherchait partout une erreur. Comme on trouve une erreur dans un motif, un fil mal pose, donc on peut défaire. Mais il n'y avait rien à défaire. Elle fit un pas en arrière et s'assit sur le banc, comme si ses jambes avaient cessé d'appartenir à son corps. Dedans, cela devint vide. Mais ce vide n'était pas léger. Il était lourd, comme un manteau trempe. Elle pressa ses paumes contre son ventre, non par tendresse, mais comme on tient un couvercle sur un chaudron pour que rien ne déborde. Et pourtant, cela déborda. Les larmes vinrent aussitôt, brûlantes, comme si le chagrin vivait en elle depuis longtemps et n'avait attendu qu'un mot pour jaillir. Elle ne pleurait pas doucement, ni joliment. Elle pleurait comme pleure quelqu'un qui a tenu longtemps, parce qu'il fallait vivre, il fallait chauffer l'âtre, il fallait aller au banc de travail, il fallait sourire aux voisins. À présent, il n'y avait plus rien à quoi se tenir. Hildigun essayait d'inspirer, mais sa respiration se cassait. Elle entendait ses propres sanglots rebondir sur les murs, comme si quelqu'un d'autre criait dans sa maison. Par moments, elle happait l'air par la bouche, comme un poisson tire sur la rive, et cela la faisait pleurer plus fort encore. Le petit, en elle, remua, et le vent du fjord tirait jusque dans la maison le sel et un froid humide, comme si l'été avait déjà recul, et n'avait laissé derrière lui qu'un ciel blafard et le goût piquant de la mer. Ernie se réveilla bien avant l'aube, non parce qu'elle était reposée, mais parce que le sommeil était devenu cassant, comme une glace trop mince. Tantôt le petit bougeait sous son cœur et poussait de l'intérieur, au point qu'elle retenait son souffle sans s'en rendre compte. Tantôt une brive crampe lui serrait le dos. Tantôt l'inquiétude montait dans sa poitrine et ne la lâchait pas tant qu'elle ne se redressait pas et ne posait pas la paume sur son ventre lourd. À côte, c'était vide. À la place où aurait dû être couche Jorleif Lance du fjord, il n'y avait depuis longtemps qu'un pli froid dans la peau, un peu marque, comme le souvenir que, là, autrefois, il y avait eu de la chaleur. Ernie n'aimait pas regarder ce pli. Elle se leva avec prudence. La grande maison respirait autrement la nuit. L'humidité se cachait dans les coins, le vent sifflait doucement dans les fentes, et près du foyer les braises couvaient, rouges comme les yeux d'une bête dans le noir. Ernie ajouta une fine écharde. Quelque part derrière la cloison, la voisine esclave soupira dans son sommeil. Celle que le jarl avait autrefois laissée en aide pour l'été, et qu'il ne se pressait plus de reprendre, sans main d'homme. La ferme s'affaiblissait, et tout le monde le voyait. Dehors, dans l'étable, une chèvre fit un pas,
un anneau de chêne tinta. Tout sonnait comme d'habitude. Mais l'habitude ne sauvait pas de la solitude. Dans le chaudron, c'était presque toujours la même chose. Bouilli, poisson, une rare pincée de sel, et parfois des herbes sèches, apportées par Hildigun la guérisseuse, comme si, avec les herbes, on pouvait aussi apporter la paix. Elle mit de l'eau sur le feu, attendit qu'elle commence à frissonner, et, pendant que la vapeur montait vers les poutres sombres, posa ses 2 mains sur son ventre. « Tu entends, petit ?» pensa-t-elle sans ouvrir la bouche. « On va encore attendre. Ton père sait revenir. Il l'a promis. Il ne pouvait pas partir ainsi sans te regarder. » Comme en réponse, le petit donna un coup. À ce mouvement, elle sourit, puis sentit soudain les larmes approcher. Pas celles qui coulent doucement et joliment, mais celles qui brûlent à l'intérieur. Elle cligna vite des yeux pour ne pas leur donner passage. Derrière le mur de la grande maison, on dormait encore. Mais le village se préparait déjà à s'éveiller. Elle jeta son manteau sur ses épaules, le fixa avec une simple fibule de bronze et sortit. L'air était mouillé sale. Le ciel ne faisait que commencer à pâlir sur le bord. Au-dessus de l'eau y pendait une fine brume, et le fjord semblait une immense coupe remplie de froid. Sur la grève, des filets étaient étendus sur des perches. À côte, des tonneaux à poissons noircissaient. Plus loin, là où commençait le sentier vers le lieu de commerce, on distinguait les toits bas des autres maisons et, au-dessus, de minces files de fumée. Tous vivaient tout près, mais Ernie avait souvent l'impression de vivre à part. Comme si, entre elle et les autres, avait grandi une cloison invisible, faite d'attente. Elle descendit vers l'eau. Les vagues étaient petites, vives. Elles froissaient les pieds et les pierres. Ernie regardait que la ligne d'horizon, là où la mer se fondait avec le ciel, et son œil se mettait à chercher ce qui lui était familier. Une silhouette de voile, un éclat de rame, un signe. Elle savait que c'était sot. Elle savait que cela ne faisait que faire plus mal. Mais comment ne pas regarder si tout en elle vivait d'une seule image, Your Life revient. Elle resta longtemps sur le rivage, jusqu'à ce que ses yeux commencent à lui faire mal d'effort. Puis elle rentra, s'essuya les mains, mit le poisson à sécher plus haut pour que les chiens ne l'atteignent pas, et se remit au travail. Le travail sauvait, parce qu'il ne posait pas de questions. Vers le milieu du jour, le village prit vie. Elle n'avait pas envie d'aller vers les autres femmes, même si elles l'auraient accueillie, lui auraient donné une décoction, lui auraient dit les mots qu'il faut. Elle avait l'impression que, si elle se laissait s'appuyer sur des mains étrangères, elle s'effondrerait tout à fait. Tant qu'elle tenait, elle pouvait faire semblant que tout suivait encore son cours, comme cela devrait, même si, bien sûr, elle était déjà très tourmentée. Après le repas, elle lava une écuelle de bois, pendit les chiffons mouilles plus près de la chaleur et reposa la paume sur son ventre. Le petit était lourd, vivant, obstiné. Parfois, il poussait comme s'il voulait sortir avant l'heure. Et alors Heini riait malgré elle, brièvement, sans bruit. Quand le soleil glissa vers le couchant, la lumière dans la maison devint dorée, douce, à 16 heures. Il est toujours plus facile de croire que tout ira bien. Et c'est précisément à ce moment-là que des pas se firent entendre derrière la porte. Pas légers, pas rapides, comme ceux des garçons, pas traînants, comme ceux des vieillards. Des pas lourds d'un homme adulte, mais prudent, comme si la personne doutait d'avoir le droit d'approcher. Ernie se figea, la cuillère dans la main. Son cœur frappa si fort que, un instant, sa vue se voila. Une vague brûlante se leva dans sa poitrine, et la première pensée, comme toujours, fut une seule, lui. Elle fit un pas vers la porte, et les planches sous ses pieds grincèrent doucement. Les pas dehors s'arrêtèrent. Ernie sentit que le petit, à l'intérieur, bougea lui aussi comme s'il avait entendu. Elle ouvrit la porte d'un seul coup. Sur le seuil, ce n'était pas Yorleaf, c'était Armod Pas de Renard. Ses épaules étaient baissées, comme si elle portait non seulement une besace, mais aussi autre chose, d'invisible.
Sur son manteau, la boue du chemin avait sèche. La sangle sur sa poitrine était serrée, comme chez un homme habitué à se tenir en ordre même quand, à l'intérieur, tout s'effondre. Le vent avait ébouriffé ses cheveux. Sur sa joue, une fine estafilade noircissait, sans gravite, mais ressente. Et Ernie connaissait Armod depuis longtemps. Il ne lui était pas étranger. Il s'était assis avec Yorleif près du feu, il avait bu, discute, rit, raconte des histoires de mer, comme si la mer était sa parente. Armod était de ces hommes qui marchent souplement et sans bruit, mais tiennent un couteau avec une assurance qui se voit même sans menace. Son surnom ne paraissait pas moqueur à Eirni, il y avait là quelque chose de vrai. Il savait avancer comme s'il ne voulait pas qu'on le remarque, et il savait regarder comme s'il remarquait tout. À présent, il regardait autrement. Il vit son ventre et détourna aussitôt les yeux, comme si c'était trop intime, trop vivant pour ce qu'il apportait. Puis il releva le regard. Il y avait dans ses yeux de la fatigue et aussi quelque chose comme de la culpabilité, alors qu'il n'était pas coupable envers elle. C'est seulement que l'homme qui vient avec une mauvaise nouvelle la porte toujours sur lui, comme de la crasse sur les mains. Ernie sentit ses doigts se cramponner au montant de la porte. Elle ne demanda pas où était Yorleif. Les mots se coincèrent très loin parce que la réponse était déjà là, sur le seuil, avec Armod. Armod fit un petit pas en avant, puis s'arrêta sans franchir le seuil, comme s'il attendait la permission. Dans la maison, cela sentait la bouillie et la fumée, et cette odeur simple devint soudain insupportable, parce qu'elle était trop ordinaire pour une telle rencontre. Ernie se tut. Armod se tut aussi, et, dans ce silence, on entendait la mer, le grincement des mâts, des rivages étrangers, et l'acier qui teinte, mais pas en festin. Il prononça enfin son nom, pas fort, sans insister, comme on parle quand on a peur de blesser encore davantage. Ernie ne répondit pas. Elle regardait seulement ses doigts serrer la sangle sur sa poitrine, comme s'il s'y accrochait pour ne pas perdre l'équilibre. Dehors, le vent frappa le mur, et la maison gemit doucement. Quelque part sur la grève, une mouette cria, et ce cri parut à Eirni trop dur, comme un signe. Armod dit qu'il venait de là-bas, et l'air de la maison devint tout de suite épais, comme de la fumée. Eirni recula d'un pas, le laissant entrer, bien qu'elle n'ait pas prononcé l'invitation à voix haute. Armod entra, retira son manteau, et des gouttes en tombèrent sur le sol, comme de petits points froids. Il ne regardait pas autour de lui, comme s'il craignait de voir ici trop de vie. Elle referma la porte. La barre s'emboîta dans son logement, avec un petit choc, et ce bruit parut soudain à Eirni définitif, comme si quelque chose s'était claque, non dans le bois, mais dans le destin. Armod se tenait au milieu de la pièce et se taisait. Ses lèvres tremblèrent à peine comme s'il allait commencer, mais ne trouvait pas le bon commencement. Eirni prit encore une inspiration. Sa poitrine était vide et étroite en même temps. Elle leva la main vers son ventre, comme pour protéger le petit de ce qui allait être dit. Et, en cet instant où les mots n'étaient pas encore prononcés, mais déjà inévitables, Ernie comprit soudain avec clarté. Attendre davantage ne serait pas possible. Il n'y avait plus d'endroit où attendre. Tout ce qui avait précédé ce jour n'avait été qu'attente. Et maintenant, autre chose allait commencer. Armod expira lentement, comme s'il avait jusque-là retenu l'air dans sa poitrine pour ne pas se briser. Puis il dit qu'il revenait de la mer. Qu'il y avait eu des rivages étrangers, une échauffourée, une confusion de cris et de fumée. Et il parlait par phrases courtes, sans ornement, comme si les ornements pouvaient tromper. Et il prononça enfin ce que Ernie avait déjà entendu dans la pause sur le seuil. Avant même de fermer la porte, Yorleif était tombe. Tombe. Le mot tomba sur le sol avec le silence et sembla frapper la maison, le banc, le chaudron, sa poitrine. Ernie ne comprit pas tout de suite que c'était dit pour elle. Elle regardait Armod, ses lèvres, la cicatrice près de sa tempe, la sangle sur sa poitrine, et cherchait de toutes ses forces une erreur. Comme on trouve une faute dans un motif, le fil a mal pris.
alors on peut de faire. Mais il n'y avait rien à de faire. Elle fit un pas en arrière et s'assit sur le banc, comme si ses jambes avaient cessé d'appartenir à son corps. À l'intérieur, ce fut vide, mais un vide lourd, comme un manteau trempé. Elle plaqua ses paumes sur son ventre, non par tendresse, mais comme on plaque un couvercle sur un chaudron pour que rien ne déborde. Et pourtant, cela déborda. Les larmes vinrent tout de suite, brûlantes, comme si le chagrin avait vécu en elle depuis longtemps et n'avait attendu qu'un mot pour jaillir. Elle ne pleurait ni doucement, ni joliment. Elle pleurait comme pleure quelqu'un qui a tenu longtemps, parce qu'il fallait vivre, il fallait nourrir le feu, il fallait aller au banc de travail, il fallait sourire aux voisins. À présent, il n'y avait plus rien à quoi se tenir. Ernie essaya d'inspirer, mais sa respiration se brisait. Elle entendait ses propres sanglots rebondir contre les murs, comme si quelqu'un d'autre criait dans sa maison. Par moments, elle appelait l'air par la bouche, comme un poisson tire sur la rive, et cela la faisait pleurer plus fort encore. Le petit, à l'intérieur, bougea, et cela fit plus mal. Il est vivant, et son père ne le verra plus. Elle murmura quelque chose, sans former des mots, seulement un son où tout était à la fois, la supplication, l'excuse, le désespoir. Armod restait immobile. Il ne s'approchait pas tout de suite, il ne cherchait pas à consoler. Il y avait en lui ce savoir d'homme qui vient après les expéditions. Certaines blessures ne se ferment pas sous une main étrangère, tant que le sang n'a pas coulé de lui-même. Mais il fit tout de même un pas, puis encore un, et s'arrêta au bord même de ses sanglots, comme au bord d'une eau qu'on ne peut pas franchir. Il s'accroupit près de la porte, et sans la regarder, posa au seuil un sac lourd, plein de choses simples, du grain, du poisson sèche, un morceau de viande fume séchée, un peu de sel, une botte d'herbe. Il le posa comme on pose un signe. Il n'était pas venu les mains vides. Il n'était pas venu seulement dire et repartir. Puis, lentement, presque avec précaution, il sortit un petit paquet enveloppe dans du tissu. Le tissu était graisse pour ne pas prendre l'eau sur la route. Il posa le paquet sur le banc à côté de Ernie, mais de façon à ne pas toucher ses genoux, comme s'il craignait qu'un contact soit une offense. Ernie ne leva pas les yeux vers le paquet tout de suite. Ses yeux étaient mouillés. Le monde tanguait. Mais, quand elle regarda enfin, elle vit d'un bord de ceinture. Le cuir était use, familier. La boucle simple et solide portait une petite entaille sur le côte, celle qu'elle avait autrefois remarquée et pour laquelle elle avait dit à Your Life qu'il devrait la changer. Il avait alors souri et répondu qu'une entaille sur une boucle porte chance, parce que c'est la marque d'un combat plus ancien. Cette boucle était ici, dans sa maison, sur son banc, et Bjorleif, lui, n'était pas là. Ernie tendit la main vers la ceinture, mais ses doigts se tremblaient. Elle ne la prit pas tout de suite. Elle toucha la boucle du bout du doigt, comme pour vérifier si elle était vraie. Le métal était froid. À ce froid, quelque chose en elle se rompit, comme si cela avait enfin cédé pour de bon. Les sanglots remontèrent et la submergèrent plus fort qu'avant. Elle se plia, serra la ceinture contre sa poitrine et contre son ventre à la fois, comme si elle essayait d'attirer contre elle son mari, son enfant, et cette vie d'avant qui ne reviendra plus. Ragnvald ne parlait toujours pas. Quand les pleurs se firent à plus bas, quand la respiration de Ernie se réduisit à de courses au souffle rauque, Ragnvald parla. Sa voix était sourde, comme s'il n'avait pas dormi durant bien des nuits, lui non plus. Elle s'essuya le visage avec sa manche, sans se soucier de la décence. Ses paupières brûlaient, ses lèvres tremblaient. Elle regarda Ragnvald pour la première fois vraiment, sans le brouillard des larmes. Elle vit comment il tenait ses épaules, comme s'il attendait un coup. Et, soudain, elle comprit, pour lui aussi, ce n'était pas une simple nouvelle. Il l'avait apportée parce qu'il le devait. Mais apporter une telle nouvelle, c'est prendre sur soi une part du chagrin d'autrui. Et ce fardeau vieillit un homme d'un seul voyage.
Ernie voulut demander « Pourquoi toi tu es vivant et lui, non ?» La pensée jaillit comme une étincelle, mais elle l'avala, parce qu'elle savait « La mère n'est pas juste, elle est seulement la mère. » Et pourtant, une boule lui remonta la gorge, et elle arracha autre chose. Plus vrai, elle demanda si Ranvald avait vu le dernier regard de Yorleif, si Yorleif avait dit quelque chose. Ranvald hocha lentement la tête, mais sa réponse pesait. Il dit que dans ce tumulte, il n'y avait pas eu de beaux derniers mots. Il n'y avait eu qu'un mot bref, côte 30 et 1. Et puis un cri, du bruit, et tout. Ernie baissa les yeux vers son ventre. Le petit remua encore, comme pour rappeler, il est là. Et, d'un coup, la peur ne fut plus pour elle, mais pour lui. Comment il grandira sans père? Comment elle passera l'hiver? Comment elle ira au banc de travail quand son ventre ne le lui permettra plus? Et ensuite, quand ses mains seront prises peut-être par l'enfant, Ragnvald, comme s'il avait senti la direction de ses pensées, dit doucement, mais nettement. Il dit qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Il dit qu'il viendrait. Du bois, de l'eau, une toiture, tout ce qu'il faut. Il dit qu'il avait promis à Yorleif que Hein y serait en sécurité. Et, dans ces mots, il n'y avait ni fierté, ni désir de paraître bon. Il n'y avait que ce qui existe entre des hommes, qui sont sortis ensemble en mer, un serment qui tient plus fort qu'une ceinture. Et Ernie leva les yeux vers lui. Deux sentiments se livraient et bataillaient en elle. Le premier était à la peur. Un homme vient chez une veuve. Les gens verront, les gens parleront. Au village, tous les hommes, hommes et femmes libres, savent le prix d'un nom. Et le nom d'une femme se tache vite sous la langue des autres. Le second était un soulagement, presque honteux. Parce que penser que quelqu'un porterait l'eau, glisserait du bois au foyer, boucherait une fente dans le mur quand les douleurs commenceraient, c'était comme une gorge de lait tiède par jour froid. Elle se rappela qu'une fois Hildigun, la guérisseuse, avait dit que l'orgueil d'une femme enceinte doit rester plus bas que le seuil, sinon l'accouchement deviendra son ennemi. Et à l'époque, Eirni avait ri, mais, à présent, ces mots coupaient dans sa mémoire. Elle ne dit pas « crotte 34 » à voix haute. Les mots se coinçaient, parce que tout Scott 35 sonnait comme une trahison envers Yorleif. Mais elle fit autre chose. Elle hocha un peu la tête, à peine. Et cela suffit. Il dit qu'il viendrait le matin, il dit qu'il apporterait du bois et vérifierait le toit. Et il ajouta, sans la regarder dans les yeux, que si la nuit tournait mal, si cela commençait, il suffirait de crier, de frapper contre le mur pour qu'on entende. Aerni le regardait sans comprendre ce qui était le plus fort en elle, la reconnaissance ou la peur de la vitesse avec laquelle la vie change. Elle faillit dire qu'elle s'en sortirait seule, mais les mots ne vinrent pas. Autre chose vint, elle demanda qu'il lui laisse une minute de silence. Ragnvald hocha la tête, acceptant la demande comme un ordre, et sortit. La porte se referma. Le vent frappa aussitôt le mur, et la maison grinta de nouveau. Mais maintenant, Ernie le savait. Le monde dehors n'était pas devenu plus doux. Seulement une fibre y était apparue, une fibre à laquelle se retenir. Elle releva la ceinture de Yorleif, la posa soigneusement près du foyer, comme on pose une chose précieuse, puis reposa la paume sur son ventre. Le petit donna un coup, comme pour confirmer. Lui, au moins, il vit. Ernie ferma les yeux et, pour la première fois, s'autorisa à penser non seulement au passe, mais aussi au jour qui vient, à comment passer la nuit. Le matin, le vent apporta du fjord une pluie fine. Elle ne tombait pas en rideau, elle rampait plutôt dans les fentes, froide et patiente. Ernie se réveilla à cause d'une goutte qui se détacha d'une poutre et tomba sur sa joue. Elle se redressa, écouta la maison. Tout était calme, mais ce calme n'était plus vide. Quelque part dans ce silence vivait le terme qui approchait. Bientôt commencera ce qu'on n'arrête ni par l'orgueil ni par l'entêtement. Elle se leva, jeta son manteau sur ses épaules, resserra les lientes de sa robe un peu plus lâche qu'avant. Et pourtant, le tissu pressait son ventre. Dans le chaudron, près du foyer, il restait un peu de bouillie. Elle la rechauffa.
mangea sans goût. La nourriture n'était pas pour le plaisir, mais comme du bois pour le feu, pour avoir assez de force simplement pour rester debout. Derrière la porte, des pas se firent entendre. Ragnvald arriva comme promis, sans bruit inutile. Il apporta du bois, le posa contre le mur, vérifia en silence le verrou, comme si la maison était un bateau et qu'il cherchait où cela fuit. Sa présence ne faisait plus aussi peur que le premier jour. Elle était comme un pieu au bord. Il ne rend pas la mer bonne, mais on peut s'y agripper. Il monta sur le toit malgré l'humidité, et Eirni entendait. Les planches grinçaient sous ses mains, le marteau frappait. Elle resta en bas, la tête renversée, et cela la fit tourner. Il lui devint soudain clair que, si un vrai grain se lève la nuit, si les douleurs commencent et qu'elle soit seule, il lui faudra choisir entre la douleur et la mort. Elle n'aimait même pas penser le mot côte 39, mais il marchait déjà tout près, comme une ombre. Quand Ragnvald redescendit, trempe de pluie, les cheveux collés aux tempes, il ne souriait pas. Mais son visage portait le calme de celui qui a terminé ce qui devait être fait. Ernie voulut le remercier, mais, à la place, quelque chose de tranchant lui échappa, comme si elle se défendait. Kotomir. Ragnvald retira son manteau mouille, le suspendit près du foyer et répondit d'une voix égale, avec une douce insistance. « Si je prends froid, ce n'est rien. Si toi, tu prends froid, c'est un malheur. » Elle se détourna pour qu'il ne voie pas ses lèvres trembler. Ces mots n'étaient pas beaux, mais ils contenaient plus de soin que 10 promesses peut-être tendres. Ragnvald se tut, puis dit ce pourquoi semble-t-il il était venu aujourd'hui, pas seulement avec du bois. Côte 43. Il le dit sans pression, mais comme on parle d'une chose évidente. Ernie se crispa. Elle savait qu'il avait raison, et c'était pour cela qu'elle voulait contredire plus fort. « Que te fais-tu » dit-elle bas, « comme on nomme du sacre ?» Ragnvald hocha la tête sans discuter. Il n'essayait pas de lui arracher la mémoire. « Je sais, dit-il. C'est pour ça que je parle avec prudence. Viens chez moi. Mon père et ma mère sont encore en vie. Ma mère sait tenir une maison, mon père nourrit le feu sans caprice. Ma mère fera appeler Hildigun la guérisseuse. Et si la nuit tourne mal, tu n'auras pas à courir sous la pluie. » Ernie sentit son ventre se nouer. « Chez moi. » Les mots étaient simples, mais derrière eux montait une vague de regards, de chuchotements, de sourires de travers. Au village, on aimait compter l'honneur des autres, surtout celui des femmes. Une veuve sous le toit d'un homme devient toujours un sujet, même si l'homme est l'ami du mari et parle de devoir. Elle s'assit sur le banc et posa les mains sur son ventre. Le petit se tournait, comme s'il choisissait lui aussi. « Les gens » commença-t-elle, et elle n'acheva pas. Ragnvald comprit. Il tourna le regard, comme si cela lui déplaisait à lui-même de le dire à voix haute. « Côte coincante, » répondit-il. Côte 52. Il se tut, puis ajouta plus bas, sans relever vraiment les yeux. Côte 53 qui. Ces mots se posèrent sur elle doucement mais avec poids. Ernie eut l'impression qu'on l'avait placée devant le foyer et qu'on lui ordonnait de choisir la chaleur ou l'orgueil. Les deux coinchèrent, mais la chaleur sauve la vie. Elle voulut dire qu'elle y arriverait, que les femmes y arrivaient avant, que sa mère avait accouché dans une maison froide et que tout allait bien. Mais la mémoire lui jeta aussitôt autre chose. Des cris qu'elle avait un jour entendus chez les voisins. Une femme qu'on avait sortie sur la neige, enroulée dans un manteau, un enfant qui n'avait pas pleur. Et, après nuit, tout le monde disait « c'est comme ça », comme si cela expliquait quoi que ce soit. Ernie ferma les yeux. Ses paumes, posées sur son ventre, étaient chaudes, et à l'intérieur une vie poussait, qui ne savait encore rien du mot écoute ou nascienticis. « Coteau 57 dit-elle enfin, si bas que, d'abord, elle-même eut du mal à croire qu'elle l'avait dit. Ragnvald ne sourit pas, ne fit pas semblant d'avoir gagne. Il hocha seulement la tête comme s'il recevait sa décision comme un ordre, et passa tout de suite aux choses pratiques
je viendrai ce soir. Tu rassembles ce qu'il faut. Le reste, plus tard. » Rassembler ce qu'il faut se révéla plus difficile qu'elle ne l'avait cru. Ernie avait peu de choses, c'était vrai, mais chacune était comme un nœud sur la corde de sa vie d'avant. Elle ouvrit le coffre, tria les tissus, plia soigneusement les langes qu'elle cousait le soir, quand elle ne trouvait pas le sommeil. Ces petits morceaux de lin ressemblaient presque à une insolence. Elle les avait cousus alors qu'elle espérait encore que Your Life reviendrait et prendrait l'enfant dans ses bras. À présent, les langes étaient nécessaires de toute façon, mais la joie s'en était allée. Elle glissa dans un sac le couteau de Your Life, pas pour se défendre, simplement parce que c'était une chose de son mari, qu'on ne laisse pas derrière soi comme un pot et oublié. Elle y mit la ceinture à boucle, celle-là même que Ranvald avait apportée. Un instant, elle pressa la boucle contre sa paume et sentit le froid du métal. Ce froid ne coupait plus comme le premier jour, mais il rappelait « la mémoire ne réchauffe pas ». Pourtant, elle apprend à ne pas disperser ce qui a été. Elle resta longtemps devant le mur où pendait la fibule au motif simple, et se demanda si elle devait l'emporter. Un cadeau de Your Life pour le premier hiver de leur mariage. Finalement, elle la détacha, l'enveloppa dans du tissu et la cacha. Qu'elle reste près d'elle, mais hors de vue. Comme le cœur, on ne peut pas l'arracher, mais on peut le couvrir. Au soir, la pluie cessa, et le fjord devint lisse comme un verre sombre. Un voile de fumée flottait au-dessus de Léo, et, très loin, un oiseau cria. Ranvald vint comme promis. Il vit le coffre près de la porte, et ne dit rien. Il se pencha seulement, et le souleva. Il le souleva avec précaution. Comme s'il comprenait que dans ce bois et ce tissu, il n'y avait pas le poids des choses, mais le poids des décisions. Ernie sortit à sa suite, referma la porte de sa maison, et laissa sa main un instant sur la barre. Une seconde, elle eut envie de rouvrir, d'entrer, de s'étendre sur la peau et de faire comme si tout était pareil. Mais le petit, en elle, donna un coup et elle marcha. Ils avancèrent sur le sentier entre les maisons. Des gens venaient en face, une femme avec une fagot de bois mort, un garçon qui courait vers la rive, un vieillard qui portait un filet à repriser. Certains hocheront la tête, d'autres firent semblant de ne pas voir. Ernie sentait leur regard dans son dos comme une pluie froide. Elle se tenait droite, même si son dos la faisait souffrir. Reinvald marchait à côte, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle sache, si elle trébuchait, il la rattraperait. Et, à cette idée, quelque chose se réchauffa étrangement en elle. La maison de Ranvald était un peu plus haut, plus près du petit bois, là où le vent frappait moins les murs. Le toit était solide, et près de l'entrée, le bois de chauffage était en pile bien droit. De l'intérieur venait une odeur de fumée et quelque chose de végétal, d'herbes sèches. La porte s'ouvrit avant qu'ils aient le temps de frapper. Sur le seuil se tenait Signe, une femme avec des mains qui connaissent la pâte, le sang et l'eau froide. Ses cheveux étaient un cache sous un fichu, un simple collier de perles pendait à son cou, et son regard était attentif, sans pitié, mais avec cette compréhension de femme qui n'exige aucune explication. Elle regarda Annie, s'arrêta sur son visage, sur son ventre, sur ses doigts de fatigue crispes dans le tissu du manteau, et dit d'une voix égale. Côté Satouan, à ces mots, les yeux de Ernie se piquèrent soudainement au soudain. Pas de chagrin, de ce qu'on ne lui demandait pas si elle méritait d'être aidée. On l'avait simplement recueillie. Du fond de la maison monta la voix bourrue de Ulfr. Il sortit, grand, large d'épaules, des mèches grises dans la barbe, et jeta un regard au coffre que Ragnvald tenait comme un bouclier. « Quote au 105 » grogna-t-il. « Quote 6 » Il le dit rudement, mais, aussitôt, il ajouta lui-même du bois dans l'âtre et, sans regarder Annie, posa près du banc une fourrure chaude. Ainsi agissaient les hommes qui ont honte de la tendresse, mais pas honte d'agir. Et Ernie entra et sentit le nœud de sa poitrine se desserrer. La maison était étrangère, mais elle était chaude. Le craquement du feu sonnait autrement, comme si, ici,
Il n'avait pas à lutter contre la solitude. Sur une étagère se tenaient des coupes d'argile, une botte d'herbe séchée, un petit sachet d'osselet pour les présages, et, à côté, de facons inattendus, une croix de bois, grossièrement taillée, comme si quelqu'un l'avait rapportée d'un rivage lointain et laissé là ce signe. Le monde change, mais les gens cherchent toujours protection auprès de ce qui leur est le plus proche. Eirni n'y posa pas longtemps les yeux, mais elle la vit et s'en souvint. Dans son village, on savait déjà qu'il peut y avoir deux chemins vers le ciel, et que les deux peuvent courir côte à côte, pourvu qu'ils ne se barrent pas la route. Signe posa devant elle une écuelle de soupe chaude. Ernie prit la cuillère, et sa main trembla. Manger devant des étrangers était étrange, mais la faim fut plus forte que la honte. Elle avala quelques bouchées, et la chaleur descendit dans son corps. Un instant, elle eut l'impression d'être de nouveau une femme ordinaire, et non une veuve, non une future accouchée, non un objet de chuchotement. Ranval restait contre le mur, comme s'il ne savait pas où se mettre. Il regardait le feu et se taisait. Ernie attrapa son regard sur elle, et y vit non une exigence, non une attente, mais une vigilance soucieuse, comme s'il vérifiait sans cesse si cela n'allait pas plus mal. Signe, comme si elle lisait l'air, dit que demain, elle ferait venir Hildigun, la guérisseuse, pour qu'elle regarde où en est c'était le terme, et laisse les herbes nécessaires. Ernie hocha la tête. Son orgueil voulait protester, mais la fatigue était plus sage. Quand la nuit tomba, Ulfre sortit dans la cour, et Signe reprit les soins du foyer. Ragnvald s'approcha du banc, où Ernie était assise, et demanda doucement, presque comme on parle des choses courantes, « Tu es installée ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Une pensée tournait dans sa tête, celle de sa maison au bord du fjord, qui serait maintenant vide, et celle de tout ce qu'un seul pas par-dessus un seuil décide dans une vie. « Kota 71 » dit-elle honnêtement. « Kota 112 » Ragnvald hocha la tête comme si c'était cela qu'il voulait entendre. Il n'ajouta rien d'inutile. Il posa seulement près du banc un petit escabeau pour qu'elle puisse tenir ses jambes plus à l'aise, puis alla vers la porte, vérifiant si la barre était bien en place. Ses gestes étaient calmes, de maison, comme s'il élevait autour d'elle un mur invisible. La nuit, quand Ernie s'allongea sur la fourrure qu'on lui avait réservée près du feu, elle écouta longtemps les pas étrangers dans la maison, les soupirs étrangers, le craquement du bois. C'était inhabituel. Et pourtant, dans cet inhabituel, il y avait quelque chose de consolant. Elle posa la paume sur son ventre et murmura sans bruit, pour que personne n'entende. Maintenant, nous ne sommes plus seuls. Le petit donna un coup et Eirni, pour la première fois depuis longtemps, s'endormit plus profondément que d'habitude. Mais, juste avant le sommeil, une pensée la rattrapa. Un petit dard aigu, le village avait vu comment elle était entre sous le toit de Ranvald. Le village s'en souviendrait. Et quand les douleurs commenceraient, quand les femmes et Hildigun la guérisseuse viendraient vers cette maison, les rumeurs parleraient plus fort. Et, quelque part dans cette future clameur, un malheur remuait déjà, sans nom encore, mais avec un souffle froid, comme le vent du fjord. La nuit tomba sur la maison de Ragnvald, égale et silencieuse, comme un manteau sombre. Dehors, le vent s'agitait. Quelque part dans le petit bois, les cimes des sapins grinçaient. Et du côte du fjord montait un bruit d'hier lointain, comme si la mer parlait en dormant. Dedans, il faisait chaud. L'âtre respirait une lueur rouge. Au-dessus pendait le chaudron doux, montait une vapeur aux herbes. Et dans cette odeur, on sentait les mains de Signe, sa certitude, et l'habitude de tenir une maison de sorte qu'il n'y ait pas de place pour la panique. Eirni était couché sur la fourrure près du feu et regardait le plafond. Les poutres noircissaient comme les côtes d'une grande bête, et des rêves se cachaient dans leur ombre. Elle essayait de penser au simple, à l'eau, au linge propre, au fait que demain il faudrait demander à Signe où l'on garde les pierres chauffées qu'on pose au bas du dos. Mais les pensées,
glissait toujours vers Yorlef, vers sa promesse, vers le fait que, désormais, une promesse peut vivre sans l'homme qui l'a donnée. Derrière la cloison, Signe bougeait doucement, de placer quelque chose sur une étagère, comme si elle préparait tout d'avance. Ulfre passa une fois vers la porte, vérifia la barre et revint en grommelant, comme grommellent les hommes quand ils ont peur pour une femme dans la maison, mais ne savent pas comment le dire. Reinvald ne dormait pas. Ses pas étaient presque inaudibles. Mais Ernie savait qu'il était là quelque part, plus près de l'entrée, comme un chien de garde qui ne se couche pas tant qu'il n'est pas sûr que la nuit n'apportera pas de malheur. La douleur ne vint pas d'un seul coup. D'abord, ce fut une simple tension au bas du ventre, comme si le corps se rappelait que son heure approche. Ernie serra les dents et se dit que cela passerait, comme à Théa auparavant. Elle avait appris à tenir. Tenir avait été son métier ces mois. Mais, après un moment, la tension revint, plus forte, plus dense, et, avec elle, l'impression qu'on avait serré un nœud dur à l'intérieur. Elle se tourna sur le côté, ramena ses genoux, écouta. La maison était encore silencieuse, seul le feu crépitait, et quelque part, l'eau gouttait du toit dans une écuelle placée dessous. Ernie ne voulait réveiller personne. Elle avait l'impression que si elle le disait à voix haute, cela commencerait pour de vrai, et qu'alors il n'y aurait plus de retour. Elle posa la main sur son ventre et murmura sans bruit, comme elle le faisait toujours. Plus doux, encore un peu. Mais le petit n'écoutait pas. Il remua, comme s'il était lui aussi fatigué d'attendre. Et la douleur se leva encore. Plus un avertissement, mais un ordre. Ernie inspira, expira et finit par s'asseoir. Le monde devint soudain trop net, le feu trop rouge, les ombres trop profondes, le bruit du vent trop proche. Elle essaya de se lever et comprit que ses jambes étaient molles. À cet instant, derrière la cloison, la voix basse de Signe retentit, comme si elle n'avait pas dormi, mais attendu. Côte 7. Ernie voulut répondre calmement, mais sa voix trembla. Côté 78, deux côtés solaires dans le ciel. Signe apparut tout de suite, sans agitation, les cheveux attachés, une châle sur les épaules. Elle s'approcha, posa sa paume dans le dos de Ernie et comprit aussitôt, à la tension des muscles sous le tissu, que ce n'était pas une fausse alerte. « Que tu as, dit-elle. Bref. Que tu as, ces mots ne blessaient pas. Ils apaisaient. Ils portaient encore la force d'une femme qui a déjà vu des centaines de nuits, comme celle-ci, et qui sait. La peur recule quand quelqu'un est là. Quelqu'un qui sait quoi faire. Signala à l'âtre, demanda qu'on remette du bois, mit de l'eau à chauffer. Puis elle réveilla Ulfre d'un seul geste, comme on réveille quelqu'un dont on a besoin, pas quelqu'un qu'on peut laisser dormir. Ulfre se leva, cligna des yeux avec mauvaise rumeur, mais ne discuta pas. Il alla chercher des linges propres, des écuelles, tout ce qu'il faut dans une maison quand une femme commence à enfanter. Reinvald apparut près de la porte comme une ombre. Il était déjà habillé, comme s'il ne s'était jamais couché. Son regard trouva tout de suite Ernie, mais il ne s'approcha pas de trop près. Il s'arrêta à la distance où l'on ne gêne pas, et où, pourtant, on ne s'en va pas. Faire venir Hildigun demanda-t-il doucement. Signe hocha la tête. Oui, et vite. Mais ne cours pas comme un sot, tu tomberais. Et en passant, va voir les voisins, qu'ils sachent quand que, ici, c'est en train de se faire. Au cas où il faudrait plus d'eau ou plus de mains. Ragnvald retint une seconde son regard sur Ernie. Elle évite une question qu'il n'osait pas prononcer. A-t-il le droit d'être ici? A-t-il le droit de rester? Ernie ne pouvait pas parler longtemps, la douleur la recouvrait déjà. Mais elle inclina un peu la tête, presque rien. Et cela suffit. Ragnvald sortit dans la nuit. Ernie resta avec Signe et Ulfre, et la maison sembla se rebâtir autour d'elle. Les jours ordinaires, cela sentait la fumée et le pain. Maintenant, l'odeur était autre. L'eau chaude, les herbes,
le linge propre, la sueur et l'attente. Signe sortit un petit sachet de feuilles séchées, en jeta une pincée dans une coupe et la tendit à Eirni. Kotaba 26. La tisane était amère, mais chaude, comme une main sur le front. Eirni en prit une gorge et sentit que cette amertume rassemblait ses pensées en un seul point. Cela n'ôtait pas la douleur, mais rendait la sensation qu'elle ne coulait pas seule. Les contractions devinrent un rythme. Elles venaient comme les vagues dans un fjord étroit, d'abord douces, puis plus fortes, et chacune suivante plus proche. Eirni s'agrippait au bord du banc, à la fourrure, à sa propre robe. Par moments, un gémissement bref lui échappait, et elle en avait honte, comme si elle devait être plus silencieuse. À chaque fois, Signe la regardait sévèrement et disait « Ulfr se tenait à l'écart, comme il convient à un homme dans une affaire pareille. Il faisait ce que sa femme demandait, sans se mêler du reste. Mais Eirni remarqua qu'il vérifia plusieurs fois que l'âtre ne refroidissait pas, et qu'il apportait l'eau Sheia avec une prudence étrange, comme s'il portait quelque chose de fragile. Son grognement devint plus bas. Par moments, il ne grognait même plus. Quand la douleur devint si forte que Eirni ne distinguait plus le temps, la porte s'ouvrit à la volée, et Hildigun, la guérisseuse, entra dans la maison. Elle portait un manteau sombre, mouilleux de l'humidité nocturne. Des mèches s'étaient échappées sous son fichu, et ses yeux brillaient, vifs et sévères. Elle sentait le bois et l'herbe. Dans ses mains, elle tenait un sac avec ce que porte une femme capable d'aider là où aucune force d'homme ne sert à rien. « Que t'as fait ?» dit Hildigun sans saluer, comme si ce n'était pas une visite, mais un travail. « Envie, alors on s'en sortira. » Elle s'approcha de Eirni, regarda son visage, ses mains serrées en poing, et hocha la tête pour elle-même, comme si elle avait noté quelque chose d'important. « Entêté, marmonna Hildigun. C'est bien, mais garde ton entêtement pour toi, et écoute-moi. » Eirni voulut répondre qu'elle écoute, mais, à cet instant, une contraction se leva si brusquement que les mots se changèrent en air. Elle se courba, les yeux pleins de larmes, et, dans cette douleur, la peur remonta, la plus forte de toutes. Et si elle n'y arrive pas? Et si l'enfant ne sort pas? Et si elle reste ici, dans une maison étrangère, et que son fils ne voit jamais leur lumière? Kotakansu, souffla-t-elle, et ce n'était pas un aveu, mais une demande. Signe fut aussitôt à côte d'elle, posa la paume sur son épaule. « Côté 85, dit-elle calmement. « Côté 46. » Hildigun renifla, sans méchanceté. « Côté 27, dit-elle. « Côté 95. » Eirni essaya de sourire et n'y parvint pas. Pourtant ces mots, simples, un peu rudes, lui rendirent en soudain la sensation de la terre sous ses pieds. Les guerriers amènent les belles paroles près du feu. Les accouchements, eux, ne supportent pas les belles paroles. La porte s'ouvrit encore, et Ragnvald revint. Il était trempe. Des gouttes luisaient sur sa joue, comme s'il avait traversé la brume en courant. Il s'arrêta sur le seuil, vit Hildigun, vit Signe et Ulfr occupés à l'ouvrage, et voulut se retirer. Mais, à cet instant, Eirni leva les yeux et accrocha son regard. Elle ne pouvait rien dire de long, mais, dans son regard, c'était clair. Ne va pas loin. Ragnvald s'approcha lentement, mais resta près de la porte, comme un homme qui craint de franchir une limite. Il posa une main sur le montant et se figea. Dans cette immobilité, il y avait une lutte, le désir d'aider et la peur de mal faire. Hildigun le remarqua et jeta. Bref, côte. Ragnvald hocha la tête, comme s'il recevait un ordre au combat. Le temps se défit.
Ernie tantôt s'enfonçait dans la douleur, tantôt refaisait surface. Par moments, elle croyait ne plus être dans une maison, mais sur la rive du fjord, dans l'île à eau froide, et les vagues la tiraient en arrière. Par moments, elle entendait le rire de Yorlife, et cela faisait encore plus mal. Elle s'accrochait à une seule pensée: l'enfant doit vivre, il doit. Sinon, tout ce chagrin n'a aucun sens. À un moment, elle sentit qu'elle ne pouvait plus. Les mots « je ne peux pas » tournaient sur sa langue. Mais elle savait que, si elle les prononçait, elle se briserait. Elle tourna la tête vers Ranvald et vit comment il regardait. Pas avec avidité, pas avec le regard d'un homme étranger sur une femme, mais comme on regarde quelqu'un qui souffre et qu'on ne doit pas laisser tomber. Ernie tendit la main d'elle-même. C'était un geste qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Reinwald fit un pas, avec précaution, comme s'il s'approchait d'une bête sauvage qui peut mordre de peur. Il tendit sa paume. Ernie s'y accrocha si fort que ses doigts blanchirent. Reinwald tressaillit légèrement, mais ne retira pas sa main. Il ne dit rien d'abord. Il resta simplement là, lui laissant le droit de le tenir, comme on tient un poteau dans la tempête. Puis, il se pencha un peu et murmura, pour qu'elle seule entende. Quatre. Ces mots n'étaient pas une promesse d'amour. Ils étaient une promesse de présence. Parfois, c'est plus important. Ernie gemit et la douleur frappa si fort que le monde s'assombrit de nouveau. Elle sentit la sueur couler aux tempes, la peau brûlée. Signe lui essuyait le visage avec un linge humide, et Hildigun commandait comme on commande sur un navire dans la bourrasque, quand on ne discute pas avec celui qui tient la barre. Cotransis. Ernie se rassembla comme on se rassemble au dernier instant avant de sauter dans une eau glacée. Elle prit l'air comme si elle voulait aspirer en elle tout le feu du foyer, et fit ce qu'on lui ordonnait. La douleur était telle qu'elle crut qu'on allait la fendre en deux. Mais, avec la douleur, vint un mouvement, comme si, enfin, quelque chose partait là où cela devait aller. Reinwald serra sa main plus fort, comme s'il lui donnait sa force sans un mot. Ernie distinguait à peine son visage, mais sentait cette solidité, cette régularité. Et, soudain, à travers le grondement dans ses oreilles, un autre son apparut. Fin, tranchant, vrai, un pleur. D'abord faible, comme si l'enfant lui-même s'étonnait d'être sa rive dans ce monde, puis plus fort. La maison se remplit de ce pleur comme une coupe se remplit d'eau fraîche, et Ernie se figea. La douleur n'était pas partie. Son corps tremblait, mais, à cet instant, tout devint secondaire face à une seule chose. L'enfant vit. Hildigun dit quelque chose d'une voix pratique. Sin s'affaira. Ulfr se détourna comme s'il s'occupait soudain du bois, pour que personne ne voie que ses épaules trembler. Ernie était allongée, haletante, les yeux fixes au plafond, et des larmes nouvelles coulaient sur ses joues. Des larmes calmes, fines, comme la pluie après la tempête. Signe apporta l'enfant, l'enveloppa dans un tissu chaud et le posa dans les bras de Ernie. Le garçon était petit, rouge, fripe, mais lourd et chaud, comme un morceau de soleil vivant dans une maison froide. Il remuait, cherchait, se pressait, et Ernie sentit que quelque chose en elle, longtemps serre, se desserrait enfin. Elle regarda le visage de l'enfant et y vit tout à la fois l'avenir Teir et le passe. Un menton en tête, comme celui de Yorlife, une ligne fine des lèvres qui pourrait devenir douce ou dure. Une vague monta dans sa poitrine, et elle souffla le nom de son mari, comme une prière, comme un adieu et comme un serment. Reinwald, tout ce temps, resta un peu à l'écart. Il n'approcha pas tant qu'il ne sentit pas que son regard était à peine. Ernie leva elle-même les yeux et le fixa. Dans ce regard, il y avait ce qu'elle ne pouvait pas dire. Tu fais partie de cette nuit, que tu le veuilles ou non. Ragnvald s'approcha lentement. Il s'arrêta au bord du banc, et Ernie vit comment qu'il regardait l'enfant, et ce regard était étrange, comme s'il tenait à la fois de la peur et de la tendresse. Il craignait de toucher, comme il avait craint de toucher son ventre d'autrefois. Mais tous à présent, l'enfant n'était plus un secret sous le tissu. Il était,
la réalité. Le petit poussa un petit cri, puis c'est tout quand Ranvald se trouva près de lui, comme s'il avait reconnu la voix, les pas, le rythme, comme s'il l'avait entendu ces jours-ci et l'avait accepté comme une part de la maison. Eirni dit bas, s'étonnant elle-même de le dire à voix haute, « Il te connaît ». Ranvald avala sa salive. Ses doigts se tremblèrent, comme s'il voulait tendre la main sans oser. Puis il toucha avec soin le bord du tissu qui enveloppait l'enfant, sans toucher la peau comme s'il craignait de lui faire mal. « Que s'entensgue » souffla-t-il presque. Signe eut un sourire au coin des lèvres, sans rien dire. Hildigun renifla seulement, rassembla ses affaires et jeta, en guise d'adieu, « Il vivra, et elle vivra. Mais n'oubliez pas, après une nuit pareille, une femme a besoin de repos, pas de paroles. » Elle partit, laissant la maison dans un état neuf, comme si, après une naissance, ce n'est pas seulement la femme qui change, mais aussi les murs autour d'elle. Plus tard, quand tout se calma, quand Ulfre sortit sur le seuil pour respirer et faire face au vent, quand Signe s'occupa de l'eau et du propre, Erni resta allongé, son fils sur les bras, et sentit la fatigue la recouvrir d'une vague douce. Dans cette fatigue, il y avait du soulagement. Elle regardait le feu et pensait que, désormais, il y a dans sa vie quelque chose pour quoi il vaut la peine de se lever, même si dedans, il reste du vide. Signe demanda le nom, comme on demande une chose importante, sans cérémonie inutile. Eirni répondit tout de suite, sans hésiter, comme si le nom était prêt en elle depuis longtemps, code 114. Nas, un instant, la maison devint silencieuse. Signe hocha la tête et accepta. Ulfre, revenu près du feu, grogna et tourna le visage vers les flammes. Ragnvald se figea comme si le nom lui avait frappé la poitrine. Mais il ne contesta pas. Il baissa seulement la tête et hocha la tête à son tour, comme s'il prenait sur lui un nouveau serment que personne n'avait prononcé à voix haute. La nuit glissa vers le matin. Dehors, la lumière venait, la brume montait sur le fjord, et le monde redevenait ordinaire. Mais l'ordinaire était autre. Dans la maison, il y avait une voix neuve, un pleur neuf, un souffle neuf. Erni somnola un peu, puis se réveilla quand l'enfant remua. Signe était assise près d'elle et, avec application, réajustait le tissu pour que le petit ait chaud. Ranvald n'était pas visible, mais Eirni entendait ses pas dans la cour. Il fendant du bois. Régulièrement, posément, comme s'il cherchait, dans ce bruit, à couper les derniers restes de peur de la nuit. Quand l'enfant se remit à pleurer, Eirni se redressa, le serra contre sa poitrine et sentit une nouvelle vague d'angoisse la prendre. Pas pour l'accouchement, pour la vie ensuite, pour comment tenir, pour ce que dira le village, pour cette manie des gens de trouver de la salette là où il y a la faiblesse d'autrui. Comment repenser à ses peines si la porte s'entreballa et Ragnvald passa la tête. Il n'entra pas tout de suite. Il regarda Aini et l'enfant comme on regarde un foyer qu'il ne faut pas laisser s'éteindre. « Code 117 voix, dit-il doucement. Code 118 voix. Erni voulut répondre qu'il lui faut tout, le sommeil, le silence, l'assurance que le monde ne s'effondrera pas. Mais elle dit autre chose. De simple, assieds-toi près de moi. Pas longtemps. Ragnvald entra et s'assit contre le mur, pas tout près, mais assez pour que la maison devienne plus calme. Il se tut, écoutant l'enfant s'apaiser contre la poitrine. Erni ne le regardait pas franchement, mais sentait sa présence aussi clairement que la chaleur du feu. Et, dans cette chaleur nouvelle, parmi l'odeur de fumée et d'herbe, parmi les pas discrets de Signe et le grognement de Ulfre, une pensée traversa Eirni pour la première fois, et elle la fit trembler et s'éclairer tout à la fois. La vie peut continuer, non seulement par la mémoire, mais aussi par les vivants qui restent près de vous. Dehors, le village s'éveillait. Quelque part, les mouettes criaient. Quelque part, un marteau frappait près de la forge, et quelqu'un passait devant la maison en ralentissant pour écouter.
La nouvelle de la naissance courait vite, comme un feu sur l'herbe sèche. Et, avec cette nouvelle, d'autres mousses viendraient. Pas aussi bons. Aerni serra son fils plus fort contre elle et regarda par la fenêtre, la lumière grise au-dessus du fjord. Il lui semblait qu'elle avait maintenant un bouclier, mais un bouclier vivant et fragile. Et près d'elle était assis un homme que le village avait l'habitude de compter parmi ses guerriers, mais qui peut-être aurait encore à traverser l'épreuve la plus dure. Ni en mer, ni l'épée aille la main. L'automne n'avait pas encore vraiment pris le fjord, mais l'air était déjà différent, plus tranchant, plus sec, avec un goût de fer, comme si la mer aiguisait ses dents sur les pierres. Le jour, une fumée bleuâtre s'étirait au-dessus de l'eau et, le soir, dans les grandes maisons, on allumait tôt les feux, et la lumière aux fenêtres tremblait comme une flamme dans des paumes. En cette saison, les gens se mettent à se regarder de plus près. L'été, beaucoup couples se pardonnent à cause du travail et de la chaleur. À l'automne, on compte qui a rapporte quoi, qui doit à qui, et chez qui le toit tient trop droit au-dessus de la tête. Chez le Jarl Alvardre Pierre Grise, le toit tenait toujours droit. Son domaine était un peu plus haut que les autres maisons, et même le vent semblait le contourner avec plus de prudence. Aux portes pendaient des boucliers peints d'une couleur sombre. Sur les montants se voyaient des runes taillées si profondes qu'on aurait dit qu'elles voulaient fixer non seulement le bois, mais aussi le pouvoir. Par ces jours-là, on s'approchait plus souvent du domaine, les uns avec une demande, les autres avec une plainte, d'autres encore seulement pour regarder comment vivent ceux qui ont le mot décisif entre les mains. Et, ce jour-là, ce mot devait devenir jugement. Tout commença par une broutille, comme presque toujours lorsque le grand se met en marche. De l'argent avait disparu du cellier commun. Pas un ou deux morceaux qui auraient pu glisser derrière une planche. Disparu au point qu'on le vit tout de suite, et qu'on ne le vit pas seulement avec les yeux, mais avec le ventre. Comme sentent une perte de butin des hommes qui gagnent le butin au prix du risque. Avec l'argent, une boucle précieuse s'était volatilisée, celle que beaucoup connaissaient. Pas un travail du pays, un motif fin, pas fait pour une simple ceinture. Une chose pareille ne se perd pas par hasard. Une chose pareille ne disparaît qu'avec l'intention de quelqu'un. La rumeur courut vite. D'abord, elle fut chuchotement près des foyers et des puits, puis elle devint plus forte, comme le vent dans les fentes. On disait avoir vu Ragnvald près du cellier. On disait qu'il n'y passait pas les mains vides. On disait qu'il se mettait à trop faire le maître, comme s'il se croyait déjà non seulement guerrier, mais homme à qui tout est permis. Et le mot le plus sale, le plus collant, celui qu'on aime jeter dans le dos de ceux qui se tiennent droit, fut dit bas, presque avec douceur, voleur. Ragnvald ne l'apprit pas à l'instant. Il l'apprit le soir quand il revint du ponton. Un filet pendait sur ses épaules, et, dans ses mains, il portait une planche à reparer. Il entra dans la maison, vit Signe se figer près du foyer, vit Ulfr, sans le regarder, pousser son couteau vers le bord de la table, comme s'il écartait une arme d'une conversation qui ne devait pas devenir bagarre. Ernie était assise avec le petit sur les bras, et sentit tout de suite l'air s'épaissir, comme de la fumée. Signe dit simplement, sans ornement, « Halvardr convoque le Ting ». Ulfr ajouta sans cacher sa colère. « On dit que l'argent a disparu, et la boucle, et que quelqu'un a trop vu. » Ragnvald posa la planche contre le mur, sans un mot. Il retira son manteau. Il le suspendit avec soin, comme s'il essayait encore de garder de l'ordre dans un monde où l'ordre s'écroule. Puis il demanda doucement, « On m'appelle ?» Signe le regarda longtemps, comme regardent les mères quand elles ont peur pour un fils, mais refusent que la peur devienne faiblesse. « Toi, et ton ombre y est déjà. » Et Ernie sentit ses doigts se crisper sur le tissu du lange. En elle monta une vague connue, pas des larmes, pas du chagrin, mais de la colère. La colère contre des gens capables de prendre la chaleur des autres et d'en faire de la boue. La colère parce que sa vie, encore,
devenait le divertissement de quelqu'un près du feu. Mais sous la colère, autre chose trembla, fin et dangereux, le doute. C'était comme une petite écharde sous la peau. On la voit à peine, mais elle fait mal au moindre mouvement. Elle regarda Reinwald et se rappela soudain le jour où il avait à porte la ceinture de Yorleif. Elle se rappela son regard lourd, son silence, sa promesse de venir. Et une pensée qui lui donna envie de détourner les yeux murmura en elle. Et s'il n'avait pas seulement apporté la nouvelle? Et s'il l'avait apportée comme on apporte une clé à une maison étrangère, pour entrer? Cette pensée était infecte, comme de jaune à l'eau froide dans une botte. Et Ernie en eut peur elle-même. Une seconde, elle s'y agrippa, comme pour vérifier si cela pouvait être vrai, puis la repoussa, comme on repousse un poisson pourri. Mais l'écharde resta, pas en Ragwald, en elle. Ragwald dit calmement « J'irai, je ne me cacherai pas ». Ulfr renifla, mais il y avait de la fierté dans ce reniflement, et c'est juste, qui est propre se tient droit. Ernie voulut dire qu'elle irait aussi, mais sa voix ne se leva pas tout de suite. Elle regarda son fils. Le petit dormait, chaud, lourd. Son souffle était régulier. Il ne savait pas encore que son nom peut devenir une arme dont on blesse ceux qui sont près de lui. La nuit avant le Ting fut pesante. Le village ne dormit pas comme il faut, ici on se disputait, là on chuchotait, ailleurs la vaisselle claquait, comme si l'on préparait non un jugement, mais un festin. Près du fjord, les mâts cognaient, et ce cognement sonnait comme un conte. Ernie était allongé, écoutait le silence entre les bruits, et comprenait. Demain sera un jour qui décidera de plus de choses qu'une disparition d'argent. Demain se tranchera qui est Ragnvald aux yeux de la communauté. Et qui est-elle, elle, à côté de lui. Le matin, l'air était froid et net. Au-dessus de l'eau allait flotter la brume, et le soleil paraissait un disque pâle qui ne réchauffe pas, mais marque l'heure. Les gens se rassemblaient sur la place, là où l'on règle d'ordinaire les querelles, où l'on partage les terres, où l'on s'accorde sur les mariages et sur le prix du poisson. Le Ting n'était pas une fête, mais c'était toujours un événement. Les hommes venaient en manteau, des couteaux à la ceinture. Les femmes restaient un peu à l'écart, mais écoutaient aussi, parce que dans ces affaires, une oreille de femme entend souvent plus qu'une oreille d'homme. Les esclaves se tenaient au bord, les yeux baissent, mais eux aussi captaient les mots, parce que le différend des libres peut devenir leur malheur. Halvardr, sorti comme sort un homme qui a l'habitude qu'on l'attende. La blancheur de ses cheveux n'était pas douce, elle était diétette et pierreuse. Il ne souriait pas. Son regard était lourd, comme s'il pouvait clouer un homme au sol. Près de lui se tenaient ceux qui voulaient toujours être près du jarl, des forts, des habiles de langue, des rapides à l'inclinaison. Reinwald entra sur la place d'un pas égal, sans bravade, sans soumission. Il s'arrêta là où on le lui montra, et se tint comme si autour, ce n'était pas une foule, mais du vent. Ernie l'aperçut de loin. Elle eut l'impression qu'il était plus grand qu'avant, même si la taille ne change pas. C'est seulement que parfois, un homme se redresse quand il sait qu'il n'y a plus de chemin derrière. Halvardr parla. Il énuméra ce qui avait disparu. Il nomma l'argent. Il nomma la boucle. Ces mots étaient hantés courts, comme des coups. Puis il dit qu'il y avait des témoins, qu'on avait vu Ragnvald près du cellier. Un homme s'avança et se mit à parler, trop sûr de lui, trop vite. Il disait que Ragnvald y était passe la nuit, qu'on avait entendu ses pas, que, dans le noir, un manteau avait luise. Il parlait comme s'il avait préparé son discours depuis longtemps. La foule grondait, comme la mer sous le vent. Ragnvald écouta, sans mots. Puis il dit seulement « Côte 136 côtes ». Le témoin ricana, comme s'il avait attrapé une proie. Le jour, tout le monde voit. La nuit, pas tout le monde. Halvardr plissa les yeux. Et, soudain, comme s'il choisissait de frapper non les mains, mais le cœur, il prononça ce qui était pire que n'importe quel vol. On dit que tu sais marcher sans bruit,
pas de renard. On dit que tu sais aller là où l'on ne t'appelle pas. On dit que lors de la dernière expédition, tu es allé ailleurs que là où allait la bande. Et c'est pour ça qu'un des meilleurs hommes du fjord n'est pas revenu. Sur la place, le bruit tomba. Ce n'était plus l'argent, c'était le sang et l'honneur. Ce qu'un viking porte en lui comme un os dans la gorge. Le serment envers les siens. Le nom de Yorlife ne fut pas dit tout de suite, mais chacun comprit de qui il était question. Et quand quelqu'un, dans la foule, finit par crier son nom, le son frappa Éhenni en pleine poitrine. Son cœur se serra. L'écharde du doute bougea de nouveau, comme si un doigt l'avait touché. Un grondement lui monta dans la tête, comme si la mer s'était levée en elle. Un instant, elle eut envie de se boucher les oreilles et de partir. Pas parce qu'elle croyait, mais parce qu'elle ne supportait pas que des gens étrangers retournent son mari comme du butin sur une table. Reinvald resta immobile. Son visage était calme, mais ce calme était tendu comme un cordage. Il regarda Hallvard et dit « Quote 515 ». Quelqu'un renifla, quelqu'un murmura. La foule aimait, dans les mots, les crochets auxquels s'accrocher. Et un crochet fut « Trouve, j'ai apporte la nouvelle ». À cet instant, Éhenni comprit qu'on l'entraînait elle aussi dans le cercle. Son nom n'était pas encore prononce, mais on l'avait déjà sur la langue. Elle sentit son fils bouger sur ses bras. Il se réveilla, laissa échapper un petit sanglot, comme s'il captait la tension des voix. Éhenni le serra contre elle et fit un pas en avant. Signe essaya de l'arrêter du regard, mais ne la retint pas. Ulfr se leva près d'elle, pas trop près, mais assez pour que les gens voient. Elle n'avance pas seule. Éhenni marcha jusqu'au milieu de la place, et le grondement s'éteignit. Une femme avec un enfant sur les bras fait taire les hommes, même les plus durs. Parce qu'un enfant rappelle ceci, on ne juge pas seulement un homme. On juge l'avenir. Hallvard la regarda froidement, comme une pierre tombée sur le chemin et qui gêne le passage. « Éhenni », dit-il. Et son nom sonna comme s'il le posait sur une balance. Elle sentit ses jambes trembler. Mais sa voix, quand elle parla, fut claire. Elle ne sut pas d'où venait cette clarté. De la fatigue, peut-être. Ou de cela, elle avait déjà tout perdu une fois, et ne voulait plus perdre la vérité. « Il est venu quand je n'avais personne vers qui me tourner, » dit-elle. « Il a repart la porte pour que le vent n'entre pas. Il apporte l'heure et le bois. Il m'a amené sous le toit de son père et de sa mère pour que je n'accouche pas seul. Il a tenu ma main quand j'avais peur. Il a bercé mon fils quand je tombais d'épuisement. » Elle s'arrêta, reprit son souffle, et ajouta en regardant non le jarl, mais les gens, quote 147 au squat 188. La foule remua. Quelqu'un détourna les yeux. Quelqu'un fronça les sourcils, parce que les mots de Éhenni étaient trop simples pour qu'on les repousse par une belle harangue. Les mots simples, souvent, coupent un plus fort. Ragnvald la regardait, et, dans ce regard, il n'y avait pas la joie d'une victoire, mais un choc. Comme s'il ne croyait pas que quelqu'un puisse se tenir à côté de lui aussi ouvertement. Et, à cet instant, Éhenni comprit. Son doute n'était pas à propos de lui. Il était à propos de sa peur de continuer à vivre. La peur de choisir un nouvel homme près d'elle. La peur qu'un amour puisse commencer non par un festin et des chants, mais par de longues nuits, par l'osier ou par le bois, et par une main étrangère qu'on serre quand la douleur coupe le souffle. Hallvard fronça les sourcils. Il n'aimait pas qu'on croie une femme plus qu'un jarl. Il se tourna vers le témoin et exigea qu'il répète les détails. Le témoin répéta, mais, cette fois, sa parole sonnait autrement. Moins assurée. Il semblait comme un homme qui a gardé trop longtemps un mensonge sur la langue et qui en est fatigue. De la foule sortit Einar le charpentier. Éhenni le connaissait à ses mains, grandes, solides, qui sentaient à la résine. Einar n'était pas un homme à aimer les grands mots. Il parlait comme il travaille, égal, utile. « Côte 155, dit-il, côte 1. Si ces mots se posèrent, lourds et justes.
La foule remua encore, mais déjà dans une autre direction. Quelqu'un s'approcha de Einar, puis un autre. Les gens n'aimaient pas se dresser contre un jarl, mais ils aimaient encore moins qu'on leur serve un mensonge. Dans un village, le mensonge sent vite, comme le poisson tourne. Alvardr continua à interroger. Les paroles devinrent piquantes. Le coupable, se témoin trop sûr de lui, se mit à s'irriter. Sa voix monta, et une voix qui monte au ting signifie souvent la faiblesse. Il ne racontait plus, il disputait. Il ne répondait plus, il attaquait. Et dans cette attaque, ce qui se cachait sortit, trop de désir de se débarrasser de Ragnvald, trop de haine personnelle qui n'avait rien à voir avec l'argent. Ernie restait là serrant l'enfant et sentait l'air se tendre autour d'elle. Elle comprenait. Maintenant, tout pouvait basculer dans n'importe quel sens. Si Halvardr décide qu'il est plus simple de punir Ragnvald que de reconnaître une erreur. Une erreur, la vérité ne sauvera pas. Un jarl peut être juste, mais un jarl, avant tout, tient le pouvoir. Et le pouvoir aime les solutions simples. Ragnvald parla soudain de nouveau. Sa voix était basse, mais on l'entendait. « Je dirais une chose, dit-il. Si quelqu'un pense que j'ai trahi Your Life, qu'il me le dise en face et qu'il le répète devant son fils. » Il ne montra pas l'enfant, mais tous regardèrent le petit paquet sur les bras de Ernie, ce petit visage qui, désormais, faisait partie du jugement. Un silence tomba, un silence où l'on entendait le bois grincer sur un mât près du ponton. Et dans ce silence, Heini vit un des hommes du jarl, un jeune, cheveux lisses et mains trop propres, de tourner les yeux trop vite, trop vite. Elle ne savait pas expliquer pourquoi c'était important, mais son cœur se serra. Parfois une femme sent le mensonge, non par les mots, mais par un regard. Halvardr avait vu la même chose. Il fit un pas vers ces hommes, demanda bref à qui appartenait la perte de droit, qui avait tenu les clés en dernier, qui avait porté les sacs. Les questions tombèrent comme des coups de marteau, et, soudain, cela devint clair. Quelqu'un voulait que le soupçon colle à Ragnvald tout de suite, avant les questions. Quelqu'un voulait une victime commode. Ensuite, tout alla plus vite. Les mots roulèrent comme des cailloux dans l'eau. Un nom fut dit. Quelqu'un se rappela avoir vu la boucle au ceinturon d'un des jeunes hommes, lors du dernier festin. Quelqu'un dit que ce jeune s'était vanté d'un motif qui n'était pas à lui. Le visage du jeune blanchit comme de l'os. Il tenta de parler, mais ses mots se dispersèrent. Il voulut se justifier, mais s'embrouilla davantage. Alvadre le regarda froidement. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. Seulement l'agacement d'un jarl qu'on a tente de rendre aveugle. Ernie ne savait pas comment cela finirait. Elle n'entendait pas tous les mots, parce que le sang battait dans ses oreilles. Elle ne voyait que l'essentiel. Ragnvald se tient droit. Einar se tient près de lui. Et elle se tient là aussi, même si ses jambes tremblent. Quand Halvardr leva enfin la main pour demander le silence, la place se figea. Il prononça la décision d'une voix égale, sans joie. Il dit que Ragnvald était net du vol. Il dit que le faux témoin répondrait par son travail et par la honte, jusqu'à payer sa dette à la communauté. Il ajouta, en regardant la foule, qu'une langue qui jette des accusations sans preuve doit se souvenir aussi de la mesure. Cela sonnait comme une victoire. Mais Eärni ne sentit pas le soulagement tout de suite, parce qu'elle le savait. Un homme acquitté n'est pas toujours libre. Le mensonge laisse une trace. Et cette trace est parfois plus profonde qu'une blessure. Les gens commencèrent à se disperser, en chuchotant déjà autrement. Certains regardaient un Ragnvald avec respect, d'autres avec dépit, d'autres avec curiosité. Parce que maintenant, la curiosité avait changé d'objet, non plus sa faute, mais sa vie près de Eärni. Ragnvald resta immobile, comme s'il ne croyait pas que l'air puisse se respirer de nouveau. Eärni s'approcha. Elle ne savait pas quoi dire, parce que dans ces instants, les mots sont toujours faibles. Alors elle dit ce qui était le plus simple et vrai. « Tu n'aurais pas dû être seul. » Ragnvald la regarda comme si ces mots l'avaient frappé plus fort que l'accusation. Puis il répondit bas, presque inaudible. « J'en ai l'habitude. » Eärni sentit monter en elle non de la colère, mais une décision. Elle releva un peu le menton et dit, sans rousser la voix, «
mais de facon à rendre le sens clair. Alors habitue-toi à autre chose. À ces mots, Ranvald ne trouva pas de réponse. Il hocha seulement la tête. Et ce signe n'était pas un accord de politesse. C'était le signe d'un homme qui, pour la première fois, s'autorise à croire qu'à code du devoir, il peut y avoir aussi un choix. Sur le chemin du retour, Heini sentait la place rester derrière elle, mais la tension ne restait pas. Elle le savait. Le Ting n'était pas une fin. Il était un commencement. Si quelqu'un avait voulu écarter Ragnvald de la vie de la communauté, c'est que quelqu'un le voyait comme une menace. Et s'il y a une menace, il y aura une réponse. Le soir, quand ils rentrèrent dans la maison, quand Signe retira le manteau de l'enfant, quand Ulfr versa en silence une boisson chaude à Ranvald, Ernie remarqua sur la table une chose étrangère. Un petit morceau de métal, apporte comme preuve, laisse-la pour un temps afin de le rendre au jarl le lendemain. Il brillait dans la lumière du feu, et son motif était trop fin, trop familier. C'était la boucle. Ernie la regardait et comprit soudain que cet objet n'avait pas encore dit son dernier mot. Pas parce qu'il était maudit, mais parce que les gens qui mentent pour lui s'arrêtent rarement après une première défaite. Après le Ting, l'air du village devint comme après l'orage, net mais tendu. Les gens rentrèrent chez eux, comme si chacun portait son avis dans les mains et avait peur de le renverser trop tôt. Les uns parlaient déjà de Reinwald avec respect, parce qu'il avait tenu sous les mots des autres. Les autres se taisaient avec entêtement, comme si le silence pouvait conserver leur ancienne raison. Et les plus prudents regardaient en Irni comme s'ils cherchaient à comprendre si ce n'était pas elle, désormais, qui donnait la mesure à laquelle on jugerait les actes des hommes. Et Irni marchait vers la maison, et sentait enfin le tremblement quitter ses jambes. Pas parce que tout était devenu facile, mais parce que la peur avait changé de forme et était devenue claire. Au moment où elle était entrée sur la place avec l'enfant sur les bras, elle n'avait pas seulement choisi Ranvald, elle avait choisi la vérité. Et la vérité était lourde mais égale, comme une pierre, on peut y poser le pied. Dans la maison de Signe et Ulfr, il faisait chaud. Le foyer crépitait, des bottes d'herbe pendaient aux poutres, des filets séchaient dans l'ombre. Le petit Yorleif dormait, le nez enfoui dans le tissu, et son souffle était paisible. Comme si les jugements et les langues des hommes existaient le loin, au-delà du bord de son monde. Signe de fit le linge sans un mot. Vérifiqua si l'enfant n'avait pas froid, puis seulement regarda Ernie. « Aujourd'hui, tu as fait ce que tous les hommes ne font pas, » dit-elle d'une voix égale. Ernie baissa les yeux. Elle ne cherchait pas la fierté. Elle voulait seulement s'allonger et regarder longtemps le feu, pour qu'il brûle en elle les derniers restes de tremblement. Ulfr, comme toujours, exprima les choses autrement. Il posa une chope de boisson chaude sur la table et la poussa vers Ranvald, sans le regarder en face. « Quoi de son renseignement ?» grogna-t-il comme s'il parlait du temps. Ranvald prit la chope et hocha la tête. Il avait l'air d'aller un peu mieux, mais pas assez pour croire qu'au casse au calme définitif. Après un jugement, on respire plus librement, mais on garde longtemps les épaules levées, comme si l'on attendait encore un coup. Plus tard, quand les pas se turent d'un instant à la maison et qu'on n'entendit plus que la mer au loin, Ragnvald sortit dans la cour. Il resta près des bûches empilées, regarda le ciel sombre et sembla écouter non le vent, mais ses propres pensées. Ernie sortit à sa suite, jeta un manteau sur ses épaules et s'arrêta près de lui, pas collé, mais assez proche, pour que la chaleur du souffle soit partagée. « Pourquoi tu te tais » demanda-t-elle bas. Ragnvald ne répondit pas tout de suite. Il passa la main sur sa barbe, comme s'il effaquait de lui les mots des autres. « Koto summers, avoua-t-il. Koto mirsamasamus, koto sintososa. » Ernie le regardait, et quelque chose en elle bougeait doucement, comme la glace au printemps. Elle voulut dire qu'il l'avait mérité par ses actes. Mais le mot que tu as 172 sonnait trop sec. « Que témoin sans se transtriaosos, dit-elle. « Que te le 164. » Ragnvald tourna la tête et, dans la pénombre,
Ses yeux paraissaient mêtes et sombres comme l'eau au fond du fjord. Il voulut parler et n'osa pas. Puis il dit bas. Que 175, ça. Ernie entendit dans ses mots la prudence, presque une douleur. Il parlait de ce qu'ils tournaient tous les deux autour sans y toucher. « Je sais, répondit-elle, et c'est pour ça que je n'ai pas peur de toi. » La phrase resta entre eux que, comme un fil fin. On pouvait le casser d'un geste maladroit. Mais tous les deux restaient immobiles, comme s'ils le protégeaient. Quelques jours plus tard, Alvadre confirma la décision du Ting devant tout le monde et remit la boucle au cellier, comme s'il fermait un couvercle sur un chaudron pour que cela ne bouille plus. Le coupable dut rembourser la perte par son travail pour la communauté. Et cela servit de lécon à ceux qui aiment la ruse plus que la vérité. Mais les rumeurs ne disparuront pas tout de suite. Elles changeront seulement de forme. Au lieu de Senna côté Somers, on chuchota à côté 80. Et pourtant, ces mots n'avaient-on plus la force d'avant. Parce que sur la place, on avait vu qui c'était l'œuvre et pourquoi. Ragnvald prit une décision presque sans l'annoncer, comme il le faisait toujours. Il se mit à rassembler du bois. D'abord dans silence, sans discussion. Puis, des hommes taïens commencèrent à venir vers sa cour avec des haches. L'un apporta des planches, un autre proposa du fer pour les attaches. Pas par pitié, par respect, parce que ce qui avait été dit au Ting était devenu acte. Einar le charpentier fut l'un des premiers. Il apporta ses outils et dit, sans hausser la voix. Einar ajouta de sa voix égale. « Je l'ai dit sur la place, alors mes mains en répondent. » Ragnvald hocha la tête, et, dans ce signe, il y avait plus de gratitude que dans n'importe quel toast. Le chantier devint vite l'affaire de tout le village. On entendait les coups, le grincement des troncs, l'odeur de résine fraîche. Ernie sortait parfois, l'enfant sur les bras, et regardait les murs monter, et d'un seul n'eut naître un nouveau foyer, pas encore allume, mais promettant déjà de la chaleur. Cela lui paraissait étrange qu'on puisse bâtir après la mort, puis elle comprenait. Une maison n'est pas contre la mémoire. Une maison est pour ceux qui restent. Signe cuisait de la soupe pour les travailleurs et sermonnait ceux qui traînaient. Ulfre tournait autour en grommelant, mais son grognement était plutôt la chanson d'un vieux maître. Il montrait ou renforçait un poteau, ou resserrait, ou calait une pierre. Hildigun, la guérisseuse, passait rarement, mais chaque fois, elle le laissait à Eirni un petit sachet d'herbe et une recommandation brève, comme si elle participait, elle aussi, à la construction, à sa manière. Eirni remarqua que Ragnvald ne construisait pas comme on construit côté Mosca. Il ajustait les troncs avec soin, vérifiait l'angle comme on vérifie un mot dans un serment. Ses mains, faites à la rame et au fer, se revelaient tout aussi précises dans le bois. Il y avait là quelque chose d'étonnant et de touchant. Il ne savait pas parler joliment, mais il savait faire pour que le toit ne fuit pas et que le vent ne danse pas dans les fentes. Un jour, il apporta une planche au seuil et tendit un couteau à Eirni. « dit-il. Elle le regarda. Ragnvald se tut un moment, comme s'il cherchait un mot qui ne serait pas trop hardi. « Un nom, dit-il, pour que la maison sache qui elle tient. » Ernie fit glisser ses doigts sur le bois, sentit la résine. Puis, tenant son fils d'un bras, elle traça des runes de l'autre. Sa main tremblait, pas de froid, de comprendre que ce n'était pas un simple signe au-dessus de l'entrée. C'était un pas, et même ceux qui détournent les yeux le verraient. Ragnvald regardait et murmura « Kotten-Zantinignon », puis il ajouta, presque sans la regarder « Que t'en entends-tous » Ernie ne répondit pas. Mais le soir, quand Ragnvald s'endormit près du feu, épuisé au point de respirer lourdement, elle s'approcha et réajusta le bord de son manteau. Elle le fit avec la même évidence qu'elle l'aurait fait autrefois pour Your Life. Et, s'en apercevant, elle ne retira pas sa main. Elle comprit, la mémoire de Your Life n'avait pas disparu. Elle avait seulement cessé d'être un mur. Elle était devenue une pièce de la maison, à l'intérieur d'elle. Quand la nouvelle maison fut terminée,
On alluma le foyer pour la première fois. Le feu prit vite, comme si le bois l'attendait. Ernie porta le coffre dedans, ses tissus, le couteau de Yorleaf et la lanière à boucle. Elle posa la lanière à part, pas en vue, mais près d'elle, pas comme une chaîne. Comme un signe, le passe reste, mais ne commande pas chaque pas. La nuit, ils furent assis tous les trois près du feu, Ernie, Ragnvald et le petit Yorleif, qui savait déjà sourire et tendre les mains vers la lumière. Ragnvald prit l'enfant dans ses bras, et le garçon agrippa ses cheveux, tira, comme on tire ce qu'on croit à soi. Ragnvald rit doucement. Un rire bref, vrai. Ernie regardait et sentait une chaleur monter en elle. Une chaleur qui donne envie de pleurer et de sourire à la fois. Bien des hivers passèrent, et bien des cours hêtes du nord. La maison resta solide, comme si Ragnvald l'avait vraiment bâtie pour l'éternité. Dans la cour courait un garçon, plus un nourrisson, mais vif et en tête, avec des yeux attentifs. Il tenait avec la même assurance une épée de bois et aidait sa mère à porter l'eau, fier qu'on le compte déjà parmi les grands. Parfois, il se querellait avec Ragnvald comme les fils se querellaient avec les pères. Et, dans cette querelle, il y avait plus d'amour que dans n'importe quel mot tendre. Ernie lui parlait de Yorleif l'Ancien, pas souvent, mais avec vérité. Elle ne faisait pas du père une ombre, ni une chanson sans trait de vivant. Elle disait comment il riait, comment il tenait la rame, comment il aimait regarder le fjord avant de partir en mer. Le garçon écoutait, grave, puis demandait à Ragnvald comment aiguiser un couteau ou comment tenir le dos quand on rame. Et Ragnvald répondait calmement, sans jalouser le mort, parce que sa place n'était pas dans le passe, mais dans chaque jour. Parfois, les soirs particuliers, quand au-dessus du fjord la lumière se posait si doucement qu'on aurait dit l'air lui-même devenu tiède, Ernie sortait sur le seuil et regardait l'eau. Elle sentait dans sa poitrine une nostalgie silencieuse pour Yorleif, mais cette nostalgie ne la brisait plus. Elle était devenue une part d'elle, comme une cicatrice qui ne fait plus mal, mais rappelle ce qui fut. Ragnvald s'asseyait près d'elle. Ils pouvaient rester longtemps sans parler. Leur silence n'était plus gênant. Il était comme un manteau commun contre le vent. Ernie posait parfois sa tête sur son épaule, et, dans ce geste, il n'y avait ni défiance au village, ni excuse au passe. Il n'y avait qu'une vérité simple près d'elle. Il y avait un homme qui n'avait pas promis de rendre le mort, mais qui avait aide à ne pas la laisser mourir, elle. Dans la maison, l'enfant dormait, et le feu du foyer respirait régulièrement. Derrière les murs, la mer grondait, toujours aussi froide et entêtée qu'avant. Mais, maintenant, Ernie le savait, même la mer ne peut pas tout prendre à un être humain, parce que la vie sait revenir, non par une voile dans la brume, mais par des pas devant la porte, par une chope tiède sur la table, et par une maison bâtie par des mains faites pour tenir non seulement une arme, mais aussi la destinée d'autrui. La vie demande rarement si l'on est prêt à perdre. Elle arrive comme un vent du nord, sans avertir, sans pitié, et laisse un vide près du feu. Et le plus difficile n'est pas de se souvenir de celui qui est parti, mais de ne pas faire de la mémoire une pierre qui tire au fond. On peut aimer le mort toute sa vie, mais il faut vivre pour les vivants, chaque jour. La mémoire n'a pas l'obligation d'être une chaîne. Elle peut être une racine silencieuse, solide, invisible, mais donnant la force de tenir quand tout autour n'est que froid et fracas. L'honneur aussi n'est pas éprouvé seulement par l'épée. Parfois, on l'éprouve par les langues des autres, par l'envie, par un mensonge commode. Et là, la force d'un homme n'est pas de crier plus fort que la foule, mais de se tenir droit quand on le regarde comme un coupable, et de ne pas se trahir pour une justification facile. C'est plus dur encore pour ceux qui se tiennent à côte. Une femme avec un enfant sur les bras et une douleur dans le cœur a toutes les raisons de se cacher et de se taire pour ne pas devenir une cible. Mais un silence choisi par peur nourrit toujours l'injustice. La vérité est rarement bruyante, mais on la reconnaît à des choses simples, aux mains qui reparentent un toit dans l'humide,
aux pas qui viennent dans la nuit non pour le profit, mais pour le devoir et la chaleur, au regard qui n'exige rien et qui protège. Et enfin, l'amour ne vient pas toujours comme une chanson au festin. Parfois il vient comme une aide, comme un silence tout près, comme une paume qu'on donne dans la minute la plus terrible, sans promettre l'impossible. Un tel amour n'efface pas le passe, il apprend à vivre à côté de lui. Il ne remplace pas le mort, il sauve ceux qui restent. Et si dans un monde où la mer prend les hommes, il est encore possible de bâtir une maison et d'élever un enfant, alors l'être humain est plus fort que son malheur. Non parce qu'il ne sent pas la douleur, mais parce qu'il choisit de ne pas mourir avec elle.